Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Chill Chat, l'émission de pop culture où on se pose et on cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la pop culture, que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste ou encore prescripteur ou prescriptrice. Pour ce 5e épisode, j'ai eu le plaisir non pas de discuter avec une personne, mais avec deux personnes, à savoir Dédé et Fanny, toutes deux coprésidentes d'IBI Édition, une maison d'édition associative et indépendante qui publie de la littérature inclusive, mettant en scène la diversité sous toutes ses formes. Pour cette émission, nous avons tout autant parlé de la création et de l'évolution d'IBI que de son fonctionnement, de sa ligne éditoriale et des très belles valeurs qui sont représentées et transmises. Bonjour Fanny et bonjour Dédé. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à ce chill chat. Donc comme je l'ai dit en intro, vous faites partie de IBI Édition. Avant de parler un peu plus longuement, parce que c'est un peu le but de ce chill chat, de IBI, j'avais juste envie de vous présenter un petit peu, enfin vous allez me dire un petit peu comment, qui vous êtes, et puis surtout en fait comment vous êtes progressivement arrivé à travailler et être, travailler, être bénévole, mais ça vous l'avez expliqué durant le déroulement de l'émission avec IBI Édition. Donc un peu comment en êtes-vous arrivé là en fait à discuter avec moi, qui est un insigne-honneur, pas vraiment, mais en tout cas bon. Comment vous êtes arrivé ici? Déjà, c'est un plaisir, en fait, voilà, de discuter avec toi. Et bon, je vais commencer. Pour ma part, donc je m'appelle Delphine Desusclades, mais effectivement, tout le monde me connaît plus dans le milieu d'IBI sous le nom de Dédé. Je suis traductrice et autrice. Je traduis des mangas Boys Love pour Boys Love EDP, qui est un éditeur assez connu en France dans ce secteur. Et je suis donc coprésidente d'IBI Édition et aussi cofondatrice d'IBI Édition. Donc moi, j'ai un petit peu, j'ai baigné dedans de base en fait. C'est plus, j'ai pas été amenée finalement à être bénévole pour IBI Édition. C'est venu un petit peu les deux en même temps. On était quelques personnes en fait à vouloir se lancer dans ce genre d'aventure et on a tout créé en fait de toutes pièces. Voilà, à trois. Et donc ensuite, après, donc 3, et après ça s'est étendu, et donc avec l'arrivée de Fanny, tu vas me dire, alors toi, donc tu t'appelles Fanny, hein, ça j'ai spoilé, je suis désolé, et comment Voilà. donc qui tu es, quelle est ta formation, et comment tu es arrivé pour rejoindre l'aventure IBI? Donc moi, je m'appelle Fanny Truchon, plus précisément. Dans la vie, je suis maquettiste, graphiste et éditrice freelance depuis à peu près un peu moins d'1 an. Et à la base, du coup, j'ai fait des études dans l'édition il y a maintenant quelques petites années. Et c'est par ce biais que je me suis retrouvée à approcher Ibi. En fait, j'ai appris qu'Ibi existait lors d'une rencontre de fans dans un café autour de l'association. J'ai rejoint l'association et puis j'étais très timide à l'époque. J'ai pas osé dire tout de suite que j'avais envie de rejoindre Ibi. Donc c'était en 2000, fin 2014, si je ne me trompe pas. Donc Ibi existait déjà depuis 1 an. Puis un jour, Dédé a fait, mais en fait, l'édition, ça t'intéresse? J'ai dit oui et je suis rentrée par la petite porte. Et depuis, bah, j'y suis restée, donc j'ai petit à petit pris un petit peu plus de responsabilités, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, je suis la coprésidente de Dédé. Euh, et du coup, je crois que c'est à peu près tout. Mais On se partage pas mal les missions, etc. Ouais, Toutes les mais deux. c'est déjà un bon duo, donc on va voir, vous êtes bien plus nombreux que ça maintenant. Donc justement, on va commencer à parler d'Ibi. Vous en avez parlé toutes les deux, donc soit Dédé ou Fanny. Donc l'aventure se lance en 2013. Quand l'aventure se lance, c'est pas, enfin, c'est pas une mise en édition, c'est par rapport à une asso en fait tu vas parler de manga en fait, et donc c'est par rapport à tout ce qui est, enfin Ibi, on appelle Ibi, donc c'est YBY. Donc c'était par rapport au yaoi, yuri, donc c'était de la littérature. Alors, je suis très réducteur, et peut-être me taper dessus, mais ça veut dire que le yaoi, c'est des relations en fait entre des hommes, et le yuri, c'est des relations entre des femmes, alors sentimentales et tout ça. Le yuri, c'est quand même dire, beaucoup plus sentimental, je crois, que charnel essentiellement. Enfin, c'est souvent. Après, ça peut-être qu'il y a des évolutions, je suis pas assez versé, tu m'as expliqué. Et donc ça part là-dessus. Et comment en fait vous avez développé petit à petit pour partir de ça, donc avec je suppose des conventions et tout ça, tu parlais de rencontres aussi dans un café, Fanny, pour arriver avec cette maison d'édition maintenant qui je crois depuis l'année dernière est une maison, enfin, vous êtes indépendant en fait, et ça s'est encore plus formalisé, donc quel a été le parcours en fait, et cette construction progressive de ce qui est maintenant une maison d'édition qui, je le rappelle quand même, est fait à une ligne éditoriale qui est quand même très sympa, et d'ailleurs je vais pas le rappeler parce que vous allez expliquer mieux que moi tout à l'heure. Avec plaisir.
Pour la création, moi, je vais m'occuper un petit peu de parler de la création puisque bah, c'est effectivement, j'étais là. On faisait partie à l'époque, en fait, on avait rejoint, c'était notamment une amie qui avait rejoint une association qui s'appelle encore aujourd'hui Event Yaoi et qui effectivement se consacrait avant tout à ce qui était ce qu'on va appeler aujourd'hui plus boys love en général, mais qu'on appelle souvent familièrement yaoi. C'est un terme qui est très utilisé en soi encore. Euh, qui faisait, donc ça s'appelait Event Theory, mais ça s'intéressait effectivement aussi aux autres types de relations homosexuelles. Donc c'était effectivement des relations yuri, de type yuri, qui est en fait plus un genre effectivement qu'un type de relation à proprement parler. Idem bara aussi, qui est le pendant, on va dire, gay macho du yaoi. Alors que le yaoi a une cible féminine, notamment le bara, lui, cible plutôt des hommes gays pour le coup. Donc les différences entre les genres en fait sont plus liées finalement à la cible qu'à ce qui est présenté en lui-même dans ce secteur-là, on va dire. Nous, on a rejoint évidemment, c'était quelque chose qu'on adorait, etc. Donc on a rejoint cette association pour ça. Et le but du jeu, effectivement, moi je me suis pas faite tirer là-dedans parce que donc mon ami, eh bien, voulait, enfin, je faisais partie de cette petite équipe qui voulait créer de l'édition à proprement parler dans l'association. C'était vraiment l'un des projets de l'époque. L'association en soi, Eventiri, fait de l'événementiel avant tout. Il y a des gens qui connaissent peut-être la Icon. Anciennement, c'était Yoi Yuricon. Donc le nom a changé aussi, etc. Et en fait, on a fait partie de cette aventure-là pendant un sacré bout de temps. On a commencé en fait à créer justement on voulait nous des textes qui soient liés à l'univers Boys Love, à l'univers Bala aussi, et à l'univers Yuri. Mais on voulait évidemment, c'est des mangas à la base, donc c'est pas du tout le même format que de la littérature. Et on voulait un petit peu quelque chose qui correspond en littérature. Ça existait en partie, mais on voulait faire notre propre popote en gros avec ça. On cherchait aussi bien sûr des éléments plus originaux, on cherchait à sortir pas mal des sentiers battus. Il y a beaucoup d'archétypes utilisés dans ces genres-là, et on aime bien, et on a toujours aimé justement sortir un petit peu de tout ça. On a bien aimé utiliser certains archétypes, on apprécie quand les archétypes sont utilisés, mais on apprécie aussi quand les archétypes sont détournés. Et c'est ce qu'on cherchait beaucoup avec la création de IB Edition. Donc effectivement, à la base, IB Edition, c'était Y pour Yaoi, B pour Bara et Y pour Yuri. Et on va voir que ça a évolué avec le temps, parce que, eh bien, en fait, ce qu'on a commencé à découvrir avec cette association de façon générale, c'est quelque chose qui était encore plus large que tout ce qui était justement manga, boys love, etc. C'était plus la sphère queer à proprement parler. Et on s'est étendu vraiment à ça. On s'est rendu compte qu'on faisait du queer avant même de savoir ce que c'était que le queer, en fait, parce que justement, on essayait de sortir des sentiers battus, etc., etc. Donc, on a été 3 à la base à créer IB Edition. Et ça a pas mal, en fait, on va dire, ça s'est beaucoup élargi grâce à cette intention, justement, et à notre volonté d'évoluer et de se cultiver de façon générale. Ouais, d'accord, ouais, parce que donc, tu expliques ça. Donc après, ça va arriver, je pense, quand Fanny débarque. Tout ça, donc c'est en 2013, 2014, et quand vous commencez vraiment à vous ouvrir, donc à dépasser la sphère manga, puisque finalement, maintenant, dans le catalogue d'IBI, si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il y ait de manga d'ailleurs. D'ailleurs, ça sera l'occasion aussi d'arriver de parler justement de la ligne éditoriale qui a été mise en place, parce que justement, en plus, dans ce que vous éditez, il y a quelque chose en plus, donc dans les différents, le fait d'aller, on va dire, de détourner des archétypes, parce que justement, il y aura tout ce qui va être aussi du monde de l'imaginaire, de la fantasy, où il y a vachement d'archétypes, et c'est souvent le plus intéressant, c'est quand justement on les détourne, et quand on amène autre chose, et quand on approfondit aussi le simple, oui, les archétypes vraiment traditionnels, et qui à la base au départ sont très centrés, enfin, loin d'être centrés queer, hein, de toute manière, il faut dire ce qui est. Donc justement, c'est élargir, et en fait, c'est que aussi au niveau du format, et ça vous allez expliquer, vous publiez essentiellement des formats qui sont assez courts, du format de la nouvelle et de la novella, ce qui est pas très courant non plus. Donc comment ce choix de la ligne édito, à la fois sur le fond, mais aussi la forme, s'est progressivement instauré chez IBI, toujours dans cette volonté, je suppose, de se diversifier, mais quand même d'en taper dans des domaines, je vais pas dire de niche, mais qui sont, enfin, il fallait y aller, mais ça demande un certain courage aussi, ou est-ce que c'est de l'inconscience à l'époque, je sais pas comment vous l'avez vécu en fait ce passage-là. Alors, je vais revenir un petit peu sur les problématiques de la création quand même, notamment sur l'aspect nouvelle.
Déjà, effectivement, on savait très bien qu'on était une niche, on faisait ça par pure passion. En fait, on savait qu'on n'allait pas révolutionner la littérature française, en fait, tout à coup, comme ça, en claquant des doigts avec ce qu'on proposait, clairement. On proposait ça en tant que fan, plus pour un public qui connaissait déjà ce type de format. En soi, on n'a jamais eu l'occasion de faire du manga, parce que le manga, c'est principalement japonais, même si ça commence à pas mal percer, avoir des productions plus locales, on va dire, notamment en France. Mais techniquement, c'est quelque chose qui n'est pas accessible pour un éditeur associatif comme ça, en fait, de toute façon. Donc vraiment, nous, on savait qu'on serait un petit peu cantonné finalement à des contenus textuels, voire du webcomic à la rigueur, on va en reparler aussi. Mais c'était vraiment, on connaissait nos limites à ce niveau-là, en fait, il y avait des choses qui étaient clairement pas possibles, et donc on voulait faire avec justement un nouveau matériel qui était eh bien, du rédigé pour des gens qui à la base n'étaient pas forcément rédigés. Au niveau du format nouvelle, pour le coup, ça a été une autre problématique, on va dire. C'était autant un choix qu'une nécessité, dans le sens où on était trop petits, pas assez nombreux, etc., pour produire en fait des romans, tout simplement. Et les premières productions en fait qu'on avait, c'était des recueils de nouvelles. Les premiers éléments, les premiers textes qu'on avait, c'était des nouvelles et des recueils de nouvelles. Je crois que quand on a repris, en fait, Yvonne Chiaoui avait quelques 2 ou 3 recueils de nouvelles à son actif. Et en fait, le IB Édition a récupéré cet aspect-là. Et on s'est retrouvé avec des textes qu'on voulait éditer, mais qui, pour nous, correspondaient plus du tout à cet aspect, au recueil de nouvelles, et qu'on voulait thématique. Donc pour ces nouvelles-là, on s'est dit, on va les publier de façon indépendante, on va voir ce que ça donne, parce que ça peut être sympa, justement, c'est des textes courts, et clairement, on n'a pas d'autoristes qui vont nous envoyer, pour l'instant, vu la taille qu'on fait, etc., des formats plus longs. Donc on est un petit peu parti là-dessus, en se disant, c'est un bon moyen de tester. C'est original comme format, effectivement, on trouvait ça original aussi. Ça correspond pas mal à un public qui est susceptible de vouloir justement passer un bon moment assez court sur ce type de format. Et ça permettait justement, en fait, de publier un certain nombre de textes à l'année, en soi, qui ne soient pas non plus trop compliqués à travailler, puisque ce sera des formats courts. On a quand même un gros enjeu qui est, même aujourd'hui, en fait, on n'est pas une équipe suffisamment nombreuse pour produire sur une année 6 romans, mais on est capable de produire. Par contre, ce type de format nouvelle, c'est beaucoup plus simple à produire, et ça nous évite des burn-out, en fait. À l'époque, il y avait déjà quand même cet enjeu-là. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Et effectivement, oui, après, il faut arriver à pouvoir produire. Et en fait, c'est pas que de produire, c'est après faire vivre aussi, quoi. Et c'est tout l'enjeu. Je pense on parlera plus tard de tout ce qui est aussi communication et tout ça. Mais ne sautons pas les étapes. Donc, justement, on a vu un peu le truc. Donc, au niveau justement de la Nidito, donc après, donc, du fonctionnement, comment ça arrivé parce que le truc aussi. Et ça revient à ce que tu disais, tu fais des maquettes, aussi t'es maquettiste, hein, parce qu'il y a faire le bouquin, et en plus, vous avez donc des autoristes, mais vous avez aussi des illustratrices. Donc ça, c'est une volonté, parce que donc il n'y a pas le côté manga, mais une volonté aussi d'amener ce côté plus visuel aussi. Donc ça c'est pareil, c'est greffé comment dans la Nidito. Et justement, quand vous avez tout ça, après, on pourra justement, je pense, parler un petit peu de votre fonctionnement, parce que comme vous dites, il faut bien fonctionner pour bien prévoir et éviter le burn-out, parce que c'est pas le but non plus de se flinguer la santé, même si dans l'édition on sait que ça peut très vite Arrive vite. arriver. C'est ça. Tu veux reprendre pour peut-être l'aspect, comment on s'est développé, et puis l'aspect illustration, justement, un petit peu, qu'on chérit beaucoup. Du coup, donc en termes de développement, suite à tout ce que nous a présenté Dédé, je confirme qu'on a très vite, en fait, élargi officiellement la ligne éditoriale et revu le nom d'Ibi. Moi, je me rappelle que le premier recueil sur lequel j'ai travaillé en 2015, on s'est déjà dit qu'il y avait une représentation trans, et on s'est dit, bah oui, c'est dans notre ligne édito. Donc en fait, dès le début, il y avait cette volonté d'élargissement, et c'est venu quand même petit à petit pour être, on va dire, totalement officiel. Mais c'est en 2018 déjà qu'on a revu toute notre charte graphique et un petit peu changé l'identité d'Ibi pour officialiser cet aspect queer en fait. Et ce qu'on a encore plus, je dirais, accentué quand on est devenu indépendant il y a un an, comme tu le disais en introduction.
Mais c'est vrai que l'aspect illustré qui était déjà présent, hein, qui a toujours fait partie d'IBI, et je dirais pour les choix à l'origine, je pense que c'était une volonté de différenciation un petit peu, et puis une affection pour ce type de visuel. C'est quelque chose qui nous a semblé pertinent et qu'on conserve et qui plaît, puisqu'on a assez régulièrement des échos positifs sur nos couvertures que les gens trouvent très jolies et qui se différencient quand même pas mal de ce qui se fait encore dans le milieu, notamment MM, où c'est beaucoup du photomontage. Nous, ça correspond moins à ce qu'on voulait parce qu'on veut quelque chose qui soit vraiment à 100% propre au texte, en fait. Et du coup, nos illustrateuristes, on leur passe pas des commandes comme ça se fait en général dans l'édition. On leur envoie le texte, ils le lisent et s'ils l'aiment, ils l'illustrent. Donc c'est eux qui vont pouvoir choisir le passage ou on va dire l'élément symbolique qu'ils ont envie d'illustrer et c'est pas nous qui allons leur imposer, même si on va travailler avec eux, avec elles et avec les autoristes évidemment pour arriver à quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais on est vraiment dans une démarche créative où c'est elles qui vont en fait donner leur interprétation des textes et je dirais que c'est sûrement ce qui fait que c'est des illustrations qui fonctionnent bien parce qu'elles vont beaucoup mieux marcher qu'en ayant eu juste un brief d'une page avec le personnage il est blond et puis l'autre il est brun, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et effectivement cet aspect illustré se retrouve un petit peu partout puisque toutes nos couvertures sont illustrées, mais nos recueils de nouvelles sont également illustrés. Chaque nouvelle est illustrée en fait. Donc par exemple sur les recueils de nouvelles, au lieu de travailler juste avec 10 autoristes, on va travailler avec 21 personnes dont 10 illustratrices de nouvelles et une personne pour la couverture. Donc c'est des bons projets. Mais oui, je vois Euh, ça. Mais après, comme tu dis, ça permet de donner vraiment une identité propre et parce que c'est vrai qu'on peut voir souvent, et peut-être pour des questions de production et de coûts et de commandes, comme tu dis, des fois on a l'impression de voir toujours la même couverture pour le même type de bouquin et c'est vrai que là ça démarque, comme vous dites. Et c'est pas le fait de démarquer pour démarquer, c'est le fait de démarquer par qualité, par identité propre à chaque texte. Et je pense que c'est le meilleur hommage qu'on peut faire à un texte et en même temps à la personne qui travaille l'illustration parce que pour le coup elle fait partie intégrante d'un projet, du elle n'est pas projet. juste là pour aller mettre un coup de peinture. C'est hyper réducteur parce que c'est pas que ça l'illustration. Non, bien sûr, c'est un travail dans tous les cas. Je vais me faire rire par le comité de tous les utilisatrices du monde. Mais non, mais voilà. Et donc, je pense que effectivement, ça définit bien ce que vous mettez en place et donc ce que nous, les publics, on peut voir. Je veux dire quand ça dort, que ça sort, tout est poli, tout est parfait, tout ça. Mais derrière cette perfection, que se passe-t-il dans les cuisines d'Ibi? Comment est la cuisine? Est-ce que votre cuisine, est-ce que la blanquette est bonne? Mais pour citer un On super film. espère. Mais mais donc ouais, ça se passe comment en fait? Comment fonctionne un peu racontez-moi un peu les cuisines et dépendances d'Ibi. Dédé, je te laisse présenter l'édito puisque tu le supervises le plus, je dirais peut-être. Et puis ensuite, je pourrais parler de la suite, la partie créa de couverture et de maquette. Ok, ça me va. Alors au niveau, je pense que je vais avant tout parler effectivement des méthodes éditoriales d'IBI, puisqu'on enchaîne un petit peu sur la méthode éditoriale en termes d'illustration. C'est un petit peu particulier ce qu'on fait. Nous, on vient pas mal en fait. Évidemment, on a des connaissances maintenant. On a appris, notamment grâce à Fanny, dont c'est la formation, beaucoup de choses sur le milieu éditorial et sur comment c'est censé se passer, etc. Mais on vient aussi d'un milieu qui est très, notamment en fait du milieu de la fanfiction. Et ce qui se fait et ce qui s'est toujours fait dans le milieu de la fanfiction, c'est des bêta-lectures. Ça s'appelle comme ça. Bon, c'est quelque chose qui est très, très fait énormément, même en dehors d'ailleurs, hein, pour la plupart des textes, mais plutôt dans un milieu, on va dire, entre guillemets, amateur. En édition, on n'appelle pas ça comme ça. On est parti un petit peu de ce concept-là et on a toujours eu pour principe de faire énormément de relectures sur les textes. Et ça, la méthode s'est affinée au fur et à mesure du temps, bien sûr, avec des méthodes qui sont plus, donc maintenant, qui correspondent plus aux étapes professionnelles. Mais nous, on va avoir, en fait, en gros, 3 étapes séparées. On en a une première où on fait de la relecture critique. Donc, on va lire le texte vraiment, on va essayer d'ignorer tout ce qui est faute d'orthographe, etc., parce que c'est pas le moment. Et on va essayer vraiment de repérer toutes les incohérences, tous les éléments qui peuvent être développés. Par exemple, si on se dit, tiens, tel personnage, il lui manque un petit trait caractéristique qui pourrait le rendre plus attachant, on va le proposer à l'autrice, etc., etc. On a cette étape-là qui est donc effectuée par, en général, 3 personnes qui enchaînent, hein, qui font chacune à leur tour, donc on se commente mutuellement, etc. On fait plein de suggestions à l'autoriste en conséquence.
Ensuite, l'auteurice corrige son texte. Suite à cela, on a des échanges, bien sûr, d'idées. Donc c'est très long comme processus par rapport à ce qui peut se permettre d'être fait dans le milieu professionnel, hein. Ils n'ont pas le temps pour ça. Et ensuite, on commence avec l'étape suivante. On est aussi 2-3 personnes à passer en préparation de copie. Et ça, c'est pour tout ce qui est stylistique. Donc les répétitions, les figures de style qui parfois sont un petit peu bancales, ou inversement, on se demande si c'est correct ou pas. Donc il y a beaucoup de recherches. Et enfin, on a une troisième étape qui est donc ce qu'on appelle l'OTP, qui est la correction orthotypographique. Donc là, on va regarder les virgules, les fautes d'orthographe, les règles de grammaire obscures qu'on trouve que dans les milieux, euh, justement, Académie française, tout ça. Et avec ça, on a donc toutes nos étapes. Et donc ça fait qu'il y a environ 9 personnes qui passent sur un texte chez IBI Édition, à peu près. Voilà, pour les corrections. Et ça, c'est une de nos spécificités pour le coup, parce que dans les milieux professionnels, c'est clairement quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire. En général, il y a beaucoup moins de personnes qui passent sur les textes. Nous, cet aspect, justement, la différenciation comme ça nous permet vraiment d'avoir du recul sur ce qu'on propose, parce qu'on en discute entre nous, etc. Et on trouve ainsi les meilleures propositions, les meilleures solutions à proposer à l'auteurice à chaque étape. Et on a aussi plus de recul, ne serait-ce que sur les règles grammaticales, par exemple. En fait, si on est 3 à chercher au lieu d'une seule personne, on apprend des choses, nous aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Et en même temps, ça prend peut-être plus de temps, mais on est un peu plus efficace à ce niveau-là parce que justement, on se soutient mutuellement beaucoup. Voilà, D'ailleurs, ça c'est tout. ouais, et d'ailleurs, une précision, c'est vrai parce que vous l'avez pas encore parlé, mais justement, comme vous travaillez en fait donc des échanges et tout ça, en plus vous travaillez tous, si je dis pas de bêtises, via Discord, puisque vous êtes pas, enfin déjà vous n'êtes pas tous dans la même ville, c'est logique. Déjà, il n'y a pas un lieu siège, mais d'ailleurs toi tu n'es pas en France, et donc voilà, donc je crois que j'avais vu un petit passer un petit schéma où je crois qu'il y a même une personne du côté de Tahiti, il y en a en Belgique, essentiellement en France après. Donc en fait justement c'est un travail aussi très enfin voilà, enfin, le Discord DB, peut-être que vous en parlerez à la fin, je sais pas, mais voilà, c'est plus qu'un simple salon, c'est vraiment un lieu de travail, on va dire virtuel entre guillemets, mais donc voilà, donc c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est ça en fait. Absolument. En fait, on a un très gros serveur Discord avec, je crois, à peu près une centaine de salons, puisqu'on a nous, plusieurs pôles chez IBI. Et dans chacun de ces pôles, donc qui va être une catégorie Discord, on va avoir un salon euh, par secteur. Et là-dedans, un salon par projet pour l'éditorial. Donc rien qu'en édito, on doit avoir 25 salons, puisqu'on a beaucoup de projets en cours au même moment. Et c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est beaucoup du coup écrit, qui s'appuie beaucoup sur tout ce qui est tutoriel, méthode, modèle mis en ligne sur un drive, parce que comme ça, ben, quand les bénévoles formateurs sont pas disponibles, il y a d'autres personnes qui peuvent aider ou simplement on peut s'auto-former. Et on essaie par contre de se retrouver en vocal tous les lundis soirs. Donc soit pour une réunion, soit pour une soirée un petit peu plus détente, même si souvent on travaille parce qu'il y a toujours beaucoup à faire. Mais on essaie de garder du lien par ce biais-là et de se rencontrer quand on a l'occasion. Mais c'est vrai que tu le disais avec justesse, on est majoritairement en France, mais pas que, d'aider au Québec. Donc c'est, je dirais, l'une des plus loin. On avait une membre à Tahiti, mais notre site n'est pas à jour. Tu nous as eu. Mais on a par contre quand même des membres surtout partout en France. Et donc c'est compliqué de se retrouver. Donc souvent on profite des événements littéraires. J'ai une petite visite. On profite des événements littéraires. On profitait de la Icon quand elle se tenait les années précédentes ou des salons du livre, etc. pour se retrouver et avoir un petit peu de team building en direct puisque c'est quand même sympathique. Mais on parle beaucoup de chats, par exemple. Si on a Discord, on a toute une catégorie pour parler de nos vies personnelles, ce qui permet de créer du lien malgré la distance. Et je dirais ce qui fonctionne a priori assez bien. En tout cas, on arrive à se créer des amitiés qui durent, même à distance. Donc c'est vraiment très chouette. Et c'est important dans le bénévolat, je pense, d'avoir cet aspect humain qui permet de ne pas être en train de travailler simplement, mais aussi d'être dans une équipe, dans une communauté. Oui, c'est ça, on fait de temps à autre aussi des petits jeux, on rigole pas mal en fait quand même, justement, même même à travers nos missions. On a aussi un petit salon d'entraide euh, pour justement en fait les gens sont libres. C'est pas seulement vis-à-vis de l'édito ou de ce qu'on fait à IBI, c'est vraiment par exemple c'est une personne, c'est la première fois qu'elle doit compléter sa feuille d'impôt.
elle peut venir pour demander de l'aide, par exemple, en disant voilà, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider parce que je suis perdue? Et en général, il y aura forcément quelqu'un pour répondre, justement, ou des gens qui vont faire des recherches, s'entraider, etc. Il y a cet aspect, c'est très communautaire, en fait, à ce niveau-là. Donc, on arrive, je pense, à avoir une atmosphère, et surtout une atmosphère safe, en fait, et bienveillante, que tout le monde ne trouve pas partout en soi. Donc c'est aussi un endroit, c'est un petit salon cosy aussi, en plus d'un investissement, euh, on va dire bénévole et militant en l'occurrence. Oui, voilà, mais je pense que c'est essentiel et c'est l'avantage de Discord, je pense, c'est de pouvoir justement créer ces espaces-là en fait qui permettent puisque voilà, sur les réseaux, tu peux avoir des trucs très bien, sur les réseaux ouverts, mais bon, il peut y avoir aussi des trucs très pernicieux et très toxiques et violents, et c'est vrai que là, ça permet de créer pas tant des bulles que, oui, facile des havres de paix, mais en même temps, c'est pas de se couper, c'est juste de pouvoir se connaître et se ressourcer. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, et ça correspond avec, je pense, de toute façon aussi avec. Toi, ça correspond bien avec vous, ce que vous mettez en place aussi au travers de ce que vous publiez. Et justement, donc vous avez parlé un petit peu du travail que vous faisiez sur les textes. Mais on a parlé du travail sur les textes. Et avant ça, je voulais une question qui est assez importante, puisqu'on parle des textes. Mais quel texte vous choisissez, enfin, comment ils arrivent? Parce que c'est vrai j'ai pas parlé de cette étape-là qui, avant de travailler le texte, c'est justement la sélection des textes. Comment ça se fait? C'est avec, toi, tu as dit que tu étais autrice. Donc justement, est-ce que tu as publié d'abord? Parce que ou après, est-ce que c'est par des connaissances, c'est des gens que vous rencontrez? Il y a des envois, vous faites des appels à texte, j'ai vu aussi, qui sont ouverts, donc des appels libres. Et puis vous avez aussi des appels sur des thèmes pour les recueils. Donc ça se passe un peu comment cette sélection, à la fois la sélection et puis justement la façon dont vous allez trouver. Si c'est que des sollicitations que vous recevez ou si parfois c'est même vous qui pouvez repérer une plume, quelqu'un comme ça, ou vous créez pareil une team peut-être d'auteurs, d'auteuristes qui reviennent en fait au fur et à mesure sur on va dire la team Ivy, j'aime pas dire ça, mais voilà, ça se passe comment cette arrivée avant le travail, on va dire, du texte, et après on passera à Fanny avec le côté plus maquette, tout ça. Donc je ne t'ai pas oublié Fanny aussi. Pas de souci. Ouais, je Allez, sais pas vas-y. si j'y vais. Ok, allez. Euh, pour les modes de sélection, etc., c'est très amusant ce que tu as dit parce que tu vas voir que c'est en fait l'inverse qui se passe. Euh, on va quasiment jamais chercher des autoristes parce que c'est trop compliqué et c'est une charge de travail supplémentaire pour nous en fait. Et on a la chance aujourd'hui en fait de ne plus ou pas avoir besoin de faire ça. À une époque, on l'a fait un petit peu, ça n'a pas très bien marché en soi, donc on a un petit peu laissé tomber cet aspect. Et on en a clairement plus besoin aujourd'hui on croule sous les manuscrits. Donc on reçoit, on a deux méthodes. On a effectivement l'appel permanent qui accepte donc des novellas. Donc on va dire que c'est des formats qui sont entre la nouvelle et le roman, qui sont suffisamment longs pour être considérés comme des petits romans. Et on accepte aussi des romans. Ça va être n'importe quelle thématique, ça va être n'importe quel genre, tant qu'il y a un personnage principal qui est queer. On va effectivement eh bien, brasser ces histoires-là, les évaluer. On a un comité de sélection donc, qui s'occupe de lire ces ouvrages, de les évaluer et de faire un retour le plus constructif possible aux personnes pour leur proposer soit justement eh bien, une publication, en leur disant voilà, on a beaucoup apprécié et on aimerait travailler avec toi tel et tel aspect. Techniquement, il y a pas de texte parfait. Il y aura toujours des choses qu'on aura envie de travailler avec les autoristes pour magnifier en fait vraiment l'ouvrage. C'est un de nos objectifs aussi. Et pour en fait les autres manuscrits, donc qui ne sont pas reçus, il va y avoir quand même justement cet aspect. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce qui nous a plu, etc. Histoire donc de faire eh bien d'encourager la personne en fait et de faire en sorte qu'elle progresse parce qu'on ne sait jamais la prochaine fois qu'elle candidate, peut-être que si elle a fait des progrès justement grâce à ses retours, elle pourra être prise et on pourra collaborer avec elle. Ça arrive régulièrement en fait qu'on soit frustré parce qu'on sait pertinemment en fait qu'il y a trop de choses par exemple qu'on envisagerait de retravailler sur tel ou tel texte. On se dit bon, on peut pas en fait le prendre physiquement, c'est pas possible, mais on l'a beaucoup aimé, donc on a tendance donc à se dire c'est un investissement pour l'avenir en fait, en gros, à inviter vraiment à essayer de faire en sorte que les personnes qui nous envoient leurs textes fassent des progrès, parce qu'au final un jour ça, on sait jamais, ça peut arriver, ça nous fait plaisir aussi
Moi, effectivement, comme tu disais, bon, étant autrice, je suis habituée un petit peu à l'autre aspect et au refus, aux commentaires, etc. Je suis habituée à avoir, évidemment, bon, alors, heureusement de temps en temps des commentaires positifs, mais on a tous vécu en fait des commentaires assez négatifs et on sait ce que ça fait. Donc on essaye de formuler les choses de façon aussi pédagogue pour que la personne en face ne se sente pas eh bien, blessée ou ne se braque pas. Parce que si elle se braque, eh bien, elle ne pourra pas avancer en fait à cause de, même si on a essayé de lui apprendre des choses. Donc on essaye vraiment de formuler les choses de façon les plus délicates possible en fait, parce que c'est comme ça que ça va être constructif pour les gens. Au niveau, ça c'est pour tout ce qui est donc manuscrit long. Et sinon, on a un autre mode de sélection, effectivement, qui est l'appel à texte thématique, où là, ça va être donc, pour notre recueil de nouvelles annuel. On a, là, je vais en parler un petit peu, on a un recueil qui sort sur le thème de la musique. Donc, on a fait cet appel à texte thème musique. On a eu quelques 70, semble, candidatures. Donc, on a lu les 70. Et c'était très sympa. Et on fait un petit peu le même concept en soi. On est, pareil, un comité de sélection. On est quand même pas mal de personnes à lire tous ces textes, dans le but toujours d'avoir le plus de recul possible et de discuter des contenus des textes. Et au final, c'est pareil, on envoie à toutes ces personnes aussi un retour pour leur dire pourquoi ça n'a pas été pris, etc. Et un retour quand c'est pris, sur pourquoi ça a été pris, en fait, et ce qu'on veut travailler avec les personnes également. Voilà. Alors, moi, je suis pas du tout publiée chez IBI. J'ai fait ça seulement. Ça, c'est un petit peu les choses qui sont cachées sous le lit. Les 2 fois où j'ai été publiée chez IBI, c'était au tout début, et c'était quand en fait on était tellement désespérés de ne pas recevoir de texte qu'il a fallu qu'en fait les éditeurs se tapent la rédaction. Donc ça, c'est presque tabou, ça n'existe plus. Personne ne sait que ça existait. Personne, on ne le dira pas et toutes les personnes qui regarderont l'oublieront en suivant. On leur fera un sortilège de oubliette, comme dirait Voilà, un petit Hermione, oubliette et et puis ça sera parfait. Et mais ouais, voilà, donc en tout cas, c'est bien de préciser ça. Et donc justement, donc là, on a la sélection, on a le travail et tout ça. Et après, quand le texte commence à être bien corrigé, tout ça, bon, c'est un texte brut, donc il faut quand même un peu il faut un peu j'allais dire, je vais rester sur la cuisine, mais je vais pas arrêter ma métaphore filée, j'allais dire l'assaisonner, mais c'est plus que ça, il faut même l'habiller, en fait, ce texte. Donc, quand il passe au dressing, qui c'est qui s'occupe du dressing, alors, justement? C'est moi, donc alors on a d'autres membres parfois qui viennent épauler, mais c'est vrai que depuis 3 ans à peu près, j'ai fait toutes les couvertures et la plupart des mises en page. Euh, donc sur ça, c'est un travail qui reste quand même assez collaboratif. C'est vraiment de toute façon dans les valeurs d'IBI, on veut avoir de l'horizontalité. Donc dans notre fonctionnement, je dirais au quotidien, par exemple, on vote les choses à la majorité, etc. Donc on est vraiment sur cette volonté de fonctionner ensemble et pas d'une personne décideuse de son côté. D'où le fait d'ailleurs qu'on soit des coprésidentes et on a aussi des co-trésoriers, des co-secrétaires. Donc on est sur au moins des binômes partout. Donc du coup, même si on va dire techniquement c'est moi qui fais, dans les faits, souvent on propose à l'équipe de faire des suggestions de police, par exemple, pour pouvoir, on va dire, mutualiser les idées et faire rejaillir le meilleur possible de tout ça. Et donc ensuite, bon, bah, moi je vais faire des tests typographique, puisque donc là, tout le but du jeu, et c'est ce qui change un petit peu des couvertures qu'on va avoir ailleurs, où la typographie est là pour, on va dire, attirer l'attention majoritairement. Nous, il faut qu'elle attire l'attention, mais sans écraser l'illustration. Donc c'est toujours un enjeu de réussir en fait à magnifier l'illustration, un petit peu comme avec le texte, et à avoir un titre qui se voit, mais qui n'écrase rien. Donc voilà, et avant tout ça, il y a tout ce qui est charte graphique. Par exemple, là, on vient de revoir notre charte graphique. On a revu nos logos suite à notre indépendance et ça a été l'occasion de revoir un petit peu les mises en page, les polices qu'on utilisait, etc. Donc pour optimiser tout ça, puisque ça avait été fait en 2018 et depuis, on a gagné aussi, je dirais, des compétences, du professionnalisme. Donc il y avait des petites choses qui commençaient à nous sembler pas optimales et on est de grands perfectionnistes chez IBI. Mais voilà, donc ça va être tout ce travail en fait de mettre en forme les livres, déjà la couverture, ce qui est quand même le gros du travail, puisque ça peut prendre vraiment beaucoup d'heures. Ça semble pas, on dirait pas comme ça quand on voit juste le titre posé là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes à faire en amont, des choix de couleurs à travailler.
Et puis ensuite, la maquette, pour le coup, demande aussi pas mal de travail parce qu'on essaie de faire ça bien chez Ibi. Donc, on a encore des relectures à ce stade. Du coup, on va faire la mise en page. Déjà, la mise en page, on va dire dans les règles de l'art, donc en vérifiant d'emblée les césures, qu'il n'y a pas de veuve et orpheline, qu'il n'y a pas de ligne creuse. Donc, tous ces termes techniques, en gros, qui vont faire que la lecture sera agréable, qui ne sont pas là. Et ensuite, on a 2 à 3 personnes qui vont faire des relectures sur épreuve, à la fois pour traquer les éventuelles dernières coquilles et surtout pour traquer les soucis de mise en page. Donc, par exemple, il y a des césures interdites derrière certains bouts de mots qui vont pas être très élégants. On va éviter, par exemple, une césure qui se termine sur le son con, parce que à la lecture, du coup, la phrase va se finir sur ça, c'est pas très joli. Du coup, voilà, on va avoir des gens qui vont aller traquer toutes ces petites choses pour une 4e phase de relecture, en fait, chez Ibi, pendant que les autoristes, évidemment, et les illustratrices vont pouvoir regarder tout ça et le valider, puisqu'on fait, ben, on fait très attention à ce que tout soit validé par nos artistes. Euh, et donc, ils voient toutes nos corrections en suivi. Et donc, à chaque moment, même au moment du BAT, ils vont pouvoir nous revérifier les choses et être sûr que ça correspond totalement à ce qu'ils voulaient. Oui, c'est la fameuse côté horizontal dont tu parlais en fait, qui est vraiment d'essayer de minimiser au maximum une sorte de hiérarchisation, même si c'est C'est ça, forcément si tu vas t'occuper de quelque chose, mais que voilà que en fait oui. et ça permet d'avoir, enfin je suppose de créer aussi une espèce de flux de travail puis de voilà, enfin tout le monde tire dans le même sens. Bon, c'est le but en général, hein, On essaie. mais c'est vrai que ça permet, je suppose aussi d'avoir une meilleure aussi communication et peut-être même un meilleur rapport, le fait d'intégrer, de pas les laisser dire bon finalement voilà on a fait ça comme ça et après je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, je pense que c'est pas toujours le cas Un et peu ça comme dépend ça. voilà Pas quoi. partout, pas et, partout, euh, bien sûr. et tu parlais de la maquette et il y a une autre chose aussi que vous faites chez Ibi et qu'on trouve aussi dans beaucoup de maisons d'édition, mais c'est pareil, c'est une manière différente aussi de maquetter, de penser les choses. Je pensais notamment aux fameuses césures ou alors au caractère non sécable pour pas se retrouver avec du n'importe quoi, c'est que vous faites aussi des e-books. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors là, on a une spécialiste dans l'équipe, Émilie. Autrefois, je m'en occupais, mais j'ai clairement pas ces compétences techniques en codage. Dédé, t'en as fait aussi, je crois, à une époque lointaine, Un petit peu, mais encore alors avant. c'est pareil, moi je suis dépassée aussi, honnêtement. Voilà. Mais c'est vrai on utilise des logiciels professionnels, donc en l'occurrence, pour faire nos mises en page, on utilise InDesign, qui est le logiciel utilisé par la plupart des éditeurs de la suite Adobe. Et, euh, et l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est très optimisé, même pour ensuite sortir des e-books. Donc, on est encore en train de travailler là-dessus, puisque sur l'e-book, on est un petit peu plus hésitant. Ça reste plus récent chez nous quand même. Enfin, en tout cas, plus récent pour les e-books, on va dire, faits dans les règles de l'art. Même si on en a toujours fait, et je dirais les plus anciens étaient lisibles. Disons juste que le code derrière était peut-être un petit peu moins optimisé. Mais on travaille dessus et on essaie de faire autant que faire se peut aussi des jolis e-books. L'enjeu étant notamment sur l'illustré, puisque comme on a des illustrations, donc pleine page, mais aussi par exemple des petits symboles qui matérialisent les ellipses chez nous. Donc il y a quand même pas mal d'illustrés dans nos textes de manière générale, et c'est vrai que ça, les e-books aiment pas trop. Mais on le fait en interne, et c'est pareil, après la réalisation de l'e-book, ça va être relu par des gens, vérifié par plusieurs personnes de l'équipe. Donc on se base beaucoup sur la vérification multiple et la relecture multiple pour espérer avoir bon, peut-être pas aucune coquille, parce que malheureusement, ça n'existe pas, comme le disait Dédé, plutôt le livre parfait, mais en tout cas, le moins possible. Ouais, non, mais je comprends bien. Puis ça doit être. Puis le format e-book, en plus, il y a différents types de formats, différents types de liseuses. Donc, de liseuses ou après des gens Oui, qui vont lire aussi sur des tablettes, sur des tablettes Android, tablettes téléphone, iOS, ordi, sur des oui. téléphones. Donc, les formats, en fait, c'est clair que c'est. Et la mise en page, ça doit être. C'est pour ça qu'il vaut mieux le coder le mieux possible parce que quelque chose qui sera bien sur une liseuse, effectivement, ça peut être la plaie Moins sur bon. autre chose. Et c'est quelque chose, surtout, à mon avis, sur le format court, c'est quelque chose qui, en plus. Enfin, il y a doit y avoir une appétence, je sais, je suppose. Alors, je connais pas les chiffres parfaits, mais voilà, un petit format court qu'on peut se charger, qu'on peut lire comme ça dans les transports en commun et tout ça. Même si après l'objet livre, forcément, c'est toujours plus agréable en fait d'avoir un livre en main, enfin de manière générale, même dans les bibliothèques. Mais c'est vrai que par facilité, enfin voilà, l'e-book, à titre personnel, voilà, au début je disais ouais, mais moi, puis en fait, je lis beaucoup plus sur ma liseuse parce que c'est plus pratique que mes livres qui sont là pour faire le gars un peu cultivé, alors qu'en fait, je les ai pas ouverts depuis 150 ans. Je suis pas le sujet de cette émission, donc c'est pas la peine. Je vais en finir là sur les anecdotes trivia de ma vie passionnante. Mais justement, alors tu parlais des caractères et tout ça, de certaines coupures. Il y avait une chose aussi,
revenir un petit peu en arrière une nouvelle fois. Mais voilà, les questions que je me pose aussi, puisqu'on parlait euh, du côté de la volonté de faire aussi de textes diversifiés, et donc quand on parle d'indiversité, on parle aussi d'inclusivité. Justement, c'est au niveau des textes. Alors, c'est ce que je te disais en off avant qu'on lance l'émission. Moi, j'ai lu donc un roman où c'était pas le cas parce que justement, ça ne racontait pas ça. Donc, un roman, donc vous pouvez trouver la chronique sur le site de Podculture, hein, c'est une publicité subtile, hein. Voilà, qu'on a beaucoup aimé. Non, mais c'est comme ça que je vous ai découvert en fait, donc récemment, hein, la maison d'édition, et que j'ai vraiment adoré. Et je me posais la question en lisant, je me disais, voilà, sur d'autres textes, quand on parle des personnes, en fait, suivant le queer, en fait, c'est un terme parapluie, c'est un spectre très très large. Et donc, justement, en fait, quand il y a l'écriture, comment, en fait, vous écrivez avec ce qu'on appelle les nouvelles écritures, ça ne devrait pas s'appeler comme ça, mais en fait, des écritures inclusives, tout ça, c'est quelque chose sur lesquels vous travaillez vraiment. Tu parlais des recherches à faire et tout ça. Alors, à l'oral, quand je vous entends parler, je vois déjà que vous le maîtrisez bien plus que moi. On espère. Euh, À l'oral, mais c'est compliqué. mais justement, à l'écrit, vous avez fait donc des recherches comme ça pour à la fois coller, puis à la volonté aussi, je suppose, de chaque auteurice est différent. Comment ça se passe aussi ce travail-là et cette volonté que vous avez peut-être envie de mettre ça en lumière et en même temps, c'est malheureusement quelque chose qui peut aussi peut-être rébuter des lecteurs parce qu'ils ne sont pas habitués, parce qu'ils n'ont pas été, on va dire, éduqués, l'éducation et la pédagogie. Et donc comment ça se passe un petit peu ce cadre-là qui, à mon avis, je préjuge peut-être, mais qui est quelque chose quand même d'important pour vous, en tout cas qui colle avec votre ligne édito. Vas-y, Dédé. Ok. Alternant. Allez, on alterne. Euh, mais pour nous, en fait, ça va vraiment beaucoup dépendre effectivement de l'intention des autoristes. Il y en a qui vont évidemment choisir d'utiliser, on va dire, des accords et des graphies plus traditionnels. Dans ce cas-là, on n'a pas de problème avec ça, en fait, parce que c'est un choix, et c'est un choix souvent conscient de la part des autoristes. C'est aussi quand même une solution de facilité. euh, donc c'est moins, enfin, c'est pas une solution de facilité de façon négative, on va dire que c'est un choix qu'on va faire consciemment en se disant, je maîtrise pas forcément tel autre aspect, je veux pas faire d'erreur ou quoi. Donc je vais choisir ce type d'écriture-là, en fait, le traditionnel, en me disant, bah, je vais me consacrer à d'autres aspects, en fait, je vais développer mon texte sur d'autres points et exploiter eh bien, ce mode-là, en fait, on va dire, de narration. Il y a d'autres autoristes qui ont envie justement d'essayer des choses. Parfois, ça va être des exercices de style, en fait, plus, par exemple, d'écrire un texte où on change la règle, en gros, et où cette fameuse règle sexiste du le masculin l'emporte sur le féminin, elle est inversée. Et en fait, tout le texte exploite la règle que c'est l'accord féminin qui l'emporte sur l'accord masculin. Donc c'est très perturbant pour beaucoup de lectrices. On était nous-mêmes, en fait, on comprend à un moment donné seulement dans le texte, au milieu à peu près, quel a été l'objectif, et on est un petit peu désarçonné et surpris. On se dit, mais en fait, c'était des fautes d'accord, et au fur et à mesure, on se dit, ah non, c'est fait exprès. Et donc il y a un petit côté, c'est un exercice aussi pour le lectorat, effectivement, pour les gens, de découvrir ça. Et ça devient, et c'est finalement intéressant pour beaucoup de lecteurs. Il y a des personnes, effectivement, que ça rebute totalement. Je pense qu'on peut parler de l'écriture inclusive, notamment. On a un certain nombre d'auteurs, en fait, et d'autrices qui choisissent l'écriture inclusive, effectivement. Ne serait-ce que, pas forcément d'ailleurs pour des personnages qui en ont besoin. Il peut y avoir que des personnages qui sont cisgenres dans le texte, mais quand il y a, par exemple, un groupe de personnages, eh bien, pour éviter justement d'utiliser le masculin par-dessus le féminin, s'il y a plusieurs genres, et notamment des genres féminins dans le groupe de personnages, l'autoriste va choisir d'utiliser intentionnellement l'inclusif justement pour créer eh bien, une parité en fait et une égalité visible en gros dans le texte. On va avoir aussi, on a des personnes qui utilisent qui choisissent pour certains personnages des pronoms effectivement qui sont non genrés, qui sont neutres, qui sont en tout cas différents de ce qu'on entend d'habitude avec le il et le elle binaire. Et dans ces cas-là, selon que le pronom est, on va dire, relativement connu ou pas, on va choisir d'éduquer les lectrices. Donc souvent le pronom iel est assez répandu, et comme c'est une fusion un petit peu en termes sonores de il et elle, on ne prend pas la peine dans ce cas-là de dire ce que c'est que ce pronom parce que ça se voit, souvent on a des accords qui vont avec, etc. Donc on comprend bien à la lecture que le personnage justement n'est pas un personnage binaire. D'autres fois, je crois qu'on a un exemple, on a un personnage qui a pour pronom ul, qui est un pronom qui est beaucoup moins connu en fait. Et dans ces cas-là, on va essayer de faire de l'éducation, on va mettre une petite note quelque part pour expliquer ce que c'est que ce pronom, en gros. Et
eh bien, faire en sorte justement que les lectrices s'habituent et comprennent ce qu'ils lisent en fait, tout simplement. Bien sûr, on a eu quelques réactions de personnes effectivement qui disaient de base que ouais, l'écriture inclusive c'est n'importe quoi, j'aime pas ça. Mais ces personnes-là en général n'en sont jamais allées au stade de lire nos ouvrages. Donc, parce qu'on utilise l'écriture inclusive effectivement sur nos réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que de base, en fait, les personnes qui sont pas intéressées par ce type eh bien, de proposition, ce type de choix, en fait, que ce soit l'écriture inclusive ou d'autres accords, d'autres types d'accords, notamment les accords neutres, etc., qui sont encore beaucoup moins connus, en fait, c'est des gens qui vont pas jusqu'à nous en général, effectivement. Donc tu es en train de Donc me on n'a dire pas que trop trop ce Jean-Michel problème-là. Blanquer ne lit pas de livres de IB Édition en fait. Ah, Mais non. clairement, il gagnerait peut-être, hein, Mais oui, bah, il gagnera beaucoup de choses, je pense. Mais c'est pas le sujet non je plus de la pense. conversation. En tout cas, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, quand on commence à s'intéresser à ça, c'est effectivement, on pense souvent à tout ce qui va être ouais, l'activité au niveau du masculin et féminin, mais c'est vrai qu'on part après sur le côté plus les genres, au niveau du neutre et tout ça, des accords, c'est vrai que ça ouvre en fait, et quelque part, c'est encore, on va dire, pas terra incognita, mais pas loin, et donc quelque part, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir envie d'y aller aussi et après pour le lecteur, l'attirer. Et justement, en parlant d'attirer le lecteur, alors maintenant, ça y est, on a notre petit livre, ça, la cuisine a été faite, il a été habillé, il est parfait. Et par contre, justement, comment se passe la phase après, justement, de comment après vous publiez. Et la publication, c'est une chose, mais aussi la distribution, qui est un grand truc dans l'édition, puisqu'on sait que ceux qui distribuent souvent, c'est ceux qui se font le plus d'argent, alors qu'en fait, ils ne font pas le livre. Mais justement, non, et la communication, enfin bref, justement, les étapes, en fait, à la sortie, quand il est là maintenant, voilà, il est bien, je vais pas dire qu'il fait le bal, mais pourquoi pas. Et en tout cas, qu'est-ce qui fait ce petit livre-là? Comment vous donc distribuez, publiez, puis communiquez autour dessus? Puisque je sais que c'est un grand pan aussi je suppose, du bénévolat qu'il y a. Je pense qu'il y a toute une team en fait aussi, distribution et com aussi parce que le lecteur, ben, en fait, pour qu'un livre ils vivent, il faut qu'on le lise, mais il faut surtout aussi, malheureusement, c'est dommage, mais il faut aussi qu'on en parle, en fait, sinon, bah, très vite, il fane un petit peu, malheureusement, quoi. Et donc, comment ça se passe tout ça? Alors, faut savoir qu'à ses débuts, Ibi, c'était donc tout petit, hein, on l'a déjà dit. Donc, c'était un site boutique géré par des bénévoles euh, qui envoyaient les commandes, etc. Et c'était compliqué, très compliqué, parce que c'est une charge énorme et il faut avoir des gens disponibles pour ça, gérer les stocks. Tout ça, c'était vraiment lourd. Et donc, en 2018, donc à partir de 2017, en fait, on a commencé à réfléchir à comment être distribué, sachant que on est limité puisqu'on publie enfin, on vend très peu, malheureusement. Ça se développe petit à petit, mais on reste un petit éditeur dans un secteur de niche. Donc, on pouvait clairement pas prétendre à de la distribution classique où il faut tirer à 1000 exemplaires. Enfin, nous, ça aurait été absolument inconcevable. Du coup, on s'est tourné vers l'impression à la demande. Et en l'occurrence, on a trouvé un distributeur qui est Lightning, donc c'est la partie POD, donc impression à la demande de Hachette, qui nous a accepté malgré notre petit catalogue et avec qui on travaille depuis. Donc, on est très satisfait de la qualité des livres. D'ailleurs, je peux en montrer un petit peu pour donner une idée. Mais voilà, donc ils nous font des très jolis livres avec un joli vernis mat et donc du soft touch, etc. Donc, on est vraiment satisfait du travail avec eux. Mais c'est vrai que par contre, tu le disais avec justesse, ça coûte cher. Déjà, la distribution, donc là, eux ne font que cet aspect de distribution qui est vraiment du coup la production et ensuite l'envoi aux clients, aux libraires, etc. Ça coûte un certain pourcentage du livre et en plus l'impression à la demande est beaucoup plus onéreuse que l'impression traditionnelle puisque c'est unitaire. Donc en fait, on n'a pas de tarif dégressif, on n'a pas tout ça et donc le prix est cher. Donc c'est aussi pour ça qu'on est une association. Je dirais on peut se permettre d'avoir des ouvrages qui ne sont pas très rentables et de publier du coup ce qu'on aime sans se soucier de la rentabilité forcément derrière. Mais c'est vrai qu'on veut quand même vendre au mieux nos livres, donc on fait autant de communication qu'on peut. Nous, du coup, ça se joue sur deux pans. Il y a le pan communication sur nos réseaux sociaux, qui reste quand même très important, puisque c'est ce qui nous permet d'entretenir notre communauté, de la tenir au courant de ce qu'on fait. On arrive à publier 3 posts par semaine, qui, pour une équipe bénévole, nous semble déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup de travail et beaucoup de gens mobilisés là-dessus. Et puis à côté, on essaie de travailler notre diffusion, donc l'aspect, comme tu disais, bah, faire connaître les livres. Pour l'instant, on a encore un petit peu de mal à être en librairie. Déjà, on a une impression à la demande, ça limite.
Et en plus, tout simplement, on n'a pas encore beaucoup de gens pour aller voir les librairies et leur dire qu'on existe. Mais on est depuis cet été au mot à la bouche. C'est notre première présence en librairie. Et puis, on est en contact avec le Renard Doré qui va aussi vraisemblablement prendre de nos livres. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Pour l'instant à Paris et on espère dans le monde entier bientôt. Euh, voilà. Et ce sur quoi on s'appuie beaucoup, c'est, ben, comme tu l'as été, nos partenaires Chronique Heureuse. On a beaucoup de contacts par ce biais. Je dirais qu'on travaille avec une quarantaine de personnes, pas forcément sur tous nos titres. Certains aiment certains titres ou certains genres, par exemple. Mais au total, on a beaucoup de partenaires à qui on envoie des services presse et qui font des chroniques. Donc, sachant que nous, on a un système où on veut vraiment des chroniques honnêtes. Donc, elles ne sont pas toujours absolument positives. Mais globalement, en général, on a de très bons retours. Donc, on est plutôt ravis et on travaille avec des gens adorables. Donc, c'est vraiment très chouette. Et on commence à en voir un petit peu les résultats, je dirais, puisqu'on a, dernièrement, on a quand même eu assez souvent des retours de gens qui disaient: Ah, j'avais vu telle chronique, ça m'a donné envie d'acheter le livre. Donc, ça fonctionne. Et même si c'est pas à l'échelle des librairies, ce qui serait un objectif qu'on voudrait atteindre dans un second temps, avoir déjà cette communication un peu plus personnelle, je dirais, de la part de Chronique Heureuse, nous semble ben, tout à fait adapté à ce qu'on a comme valeur chez IBI finalement. Et ça nous permet de travailler avec des gens adorables. Donc, Bah on va ouais, dire non, non, mais c'est puis c'est c'est vrai que c'est chouette. toujours, je suppose que c'est toujours dur et que c'est toujours le, ouais, à la fois c'est dur et puis c'est l'objectif, hein, c'est voilà, c'est normal et puis c'est vrai que la place en librairie, voilà, c'est vrai que c'est toujours une bonne chose et C'est dur. comme tu le dis, l'impression à la demande fait que je pense que c'est pour les retours c'est un problématique et c'est vrai que c'est la grande problématique des libraires, c'est déjà ils sont, je pense qu'ils croulent à chaque fois sous les services qui débarquent en carton de machin de trucs donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, je suppose quand même que les gens, même si c'est sur la demande, vu que c'est peut-être par achète quand même, il y a moyen que des gens se pointent en librairie et par contre le fassent commander. Mais il faut déjà qu'ils vous Oui. connaissent pour le coup. C'est ça. On a quand même des commandes hein, assez. Alors, on fait pas des chiffres incroyables via Hachette, on vend mieux via notre propre site en fait, puisque c'est plutôt nos lectrices à nous qui achètent du Ibi. Mais je dirais que tous les mois, on a quelques commandes qui passent par Hachette, en effet, dans des librairies, dans des grandes surfaces, etc. Donc, des gens qui entendent parler de nous et nous commandent. Mais c'est vrai qu'à ce jour, on n'est clairement pas en devanture de librairie. On espère l'être, on va développer ça. C'est vraiment un de nos gros objectifs pour 2022 notamment. On veut notamment aussi mettre en place de l'événementiel en librairie, faire des dédicaces pour nos sorties de fin d'année. Donc voilà, c'est en cours. Voilà, petite annonce. Mais c'est super. Mais non, mais c'est bien parce qu'on va glisser justement pour parler un petit peu, pour boucler gentiment un peu tout ça, le côté des projets en cours et les projets à venir. Donc en fait, tu m'as fait une super transition. Dernière chose justement pour parler des livres, c'est vrai qu'on a parlé donc des illustratrices, les auditoristes pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est ça, je me plante. Les autoristes. C'est justement aussi le côté. Alors là, on était dans une période où ça n'a pas forcément été facile, mais j'ai vu passer récemment des tweets ou des posts Insta sur, je crois que c'est les Imaginales à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Donc justement, parce qu'il y a aussi les autoristes, donc les illustratrices, quand ils sont en salon, ça commence à se réouvrir et tout ça. Donc c'est, je suppose aussi, et là on fait quelque part, c'est la boucle qui est bouclée, il n'y a même pas besoin de la boucler hein, en tout cas, mais ce côté, on parlait au début, ça a été créé sur des events. Et là, c'est pareil aussi, c'est quand même important aussi, je suppose, et ça sera aussi que vous communiquez avec votre lectorat, parce que comme vous dites, je pense que le lectorat, c'est quelqu'un chose qui se crée, et maintenant, vous avez une petite base peut-être de lectoristes voilà, qui achètent du Ubi, qui aiment du Ubi, parce qu'ils savent ce qu'ils vont y trouver. Souvent, plus dans les descriptions, en plus, vous mettez bien et ça, c'est quand même super intéressant, vous mettez bien aussi les thématiques, et des fois aussi, quand il y a des thèmes qui sont durs, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont, voilà, et donc c'est bien aussi de le signifier. Non, mais ça paraît tellement naturel en fait, mais en fait, c'est quand je l'ai vu sur votre site, je me suis dit, mais certains éditeurs, j'ai pas l'impression que non, voilà. Et donc justement, ce côté-là aussi, ça sera peut-être dans les projets à venir, renforcer ça aussi, le côté event, salon, et c'est toujours pareil, on parle de rencontres pour le coup IRL, puisque le Discord c'est bien, mais c'est quelque part ouvrir le Discord sur le côté IRL. Donc comment ça se passe? Quels sont vos projets là-dessus? Que Dédé, tu veux Alors, sur les rencontres IRL, Bon, on est un petit peu balbutiant encore, effectivement, parce qu'on a quand même une visibilité un peu limitée, on va dire, à cause du contexte, effectivement. Et donc, je pense qu'on va, enfin, l'objectif, ça va être d'essayer de faire un certain nombre, en fait, effectivement, de petits événements. Donc, comme disait Fanny, ça peut être des dédicaces.
en collaboration avec les autoristes et les illustratrices. Ça peut être, voilà, ça va être ce genre de projet en fait assez localisé, on va dire. Ça va être des petits salons aussi. Il faut savoir que les gros salons, on aimerait les faire, mais on n'a effectivement, honnêtement, pas le budget pour faire ce type de salon. Il faut, techniquement, si on voulait vraiment faire ça bien, il faudrait pouvoir se payer le déplacement, l'hébergement aussi, parce qu'il y a beaucoup de gros salons qui sont pas forcément à proximité des endroits où on vit. Euh, et en plus de ça, donc le stand sur place, etc., c'est des choses qu'on ne peut pas forcément, malheureusement, se permettre actuellement. C'est pareil. Le jour où on pourra, on foncera, tête baissée, c'est sûr. Mais pour l'instant, en fait, on va plus cibler effectivement des petits événements locaux, etc. On va voir quel salon actuellement, en fait, se remonte. Parce que malheureusement, avec les 2 dernières années, là, ça a été très très compliqué en termes d'événementiel pour les salons en général. Et notamment pour je pense que pour les gros salons, ça a été un problème, mais pour les petits salons, je pense que c'est encore pire. Et qu'il y a beaucoup de salons, on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas, en fait. Donc on va totalement, on va devoir s'adapter vraiment à un contexte peut-être de création de nouveaux salons, vu qu'il y en a qui vont pas revenir. Donc, il va être des petits événements qu'il ne faudra pas rater. Donc, il faudra être prêt, en fait, à sauter sur les petits salons en question, ce genre de choses. On sait qu'on va devoir s'adapter, en fait, à un nouveau contexte encore. Et on va essayer par nous-mêmes de faire des choses, mais c'est pareil, ça prend aussi du temps. Donc, les dédicaces, c'est quelque chose qu'on est obligé, en fait, à mon sens, de faire, justement, ne serait-ce que pour mettre en valeur nos artistes, nos autoristes et nos illustratrices. Mais à part ça, en fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a. Parce que nous, je pense qu'on peut en parler un petit peu. On a essayé en soi de faire un événement c'était l'année dernière seulement. J'ai l'impression que Oui, ça fait, ça fait un an c'était seulement. seulement l'année dernière. On a fait un événement en ligne, en fait, qui s'appelait Y-Books. On a accueilli quelque chose comme presque, je crois, 1000 personnes sur un serveur Discord 1500 au dédié. total, personnes différentes. 1500 au C'est total, voilà. Donc c'était énorme et en fait on s'est plié en quatre pour cet événement. C'était vraiment plaisant en soi à faire et c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de refaire en fait euh, IRL, mais c'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire physiquement parlant. En fait, il faudrait qu'on se pour l'instant. dédouble ou se détriple et pour l'instant c'est pas atteignable en fait malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire en soi. Donc pourquoi pas un jour, pareil, ça c'est quand on aura la possibilité en fait également. Et en attendant, on va, je pense, plus effectivement se baser sur ce qui existe ou soit ce qui va réexister, soit ce qui va se créer de nouveau et qui sera donc plus accessible pour nous. Je pense que les projets novateurs en soi correspondent pas mal à notre ligne édito, notre façon de voir les choses, etc. Donc on est même susceptible de faire des partenariats, par exemple, parce que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse et c'est aussi il y a des choses comme ça où on veut aussi participer en fait, pas seulement en tant que présence, mais aussi en tant que collaboratrice en fait. Voilà. En attendant, je pense qu'on va continuer hein, pour survivre. On fait du financement participatif pour compenser justement. Ça crée un événement aussi finalement sur un mois à peu près. C'est en ligne, mais ça compense un petit peu l'absence de salon qui va malheureusement pour l'instant continuer quand même un petit peu. Donc vraiment plus comme disait Fanny, la cible des librairies est plus, on va dire, réaliste à l'heure actuelle. Ouais, je comprends bien. Et d'ailleurs, tu parlais des participants financement participatif. Je l'ai inversé, je sais pas pourquoi. Et justement, en fait, c'est dans les projets en cours, tu as parlé du recueil de nouvelles sur la musique. Si je dis pas de bêtises, il devrait débarquer très bientôt il faisait partie de dans un package, parce qu'il y aura d'autres romans aussi, enfin d'autres romans de novellas qui vont Très bien. sortir. C'est dans la campagne, parce que vous faisiez des campagnes donc sur Ulule, donc qui était la précédente campagne. Et donc voilà, donc ça devrait arriver bientôt. Je pense même dans ma boîte aux lettres pour le coup, donc je serais content de. Oui, Mais oui, oui, c'est en cours chez notre distributeur. ben voilà, c'est parfait. Pour ça, je vais pouvoir commencer à téléphoner à Hachette et lui dire bon. Ouais. Mais justement, donc ça c'est le projet en cours, donc c'est là tout récent. Mais pour les personnes de toute façon qui auraient raté cette campagne, ils pourront toujours acheter les bouquins, les ouvrages, parce que bouquin ça fait un peu trivial, les ouvrages sur votre site. Ou même se déplacer dans une librairie pour le commander, parce que c'est toujours bien aussi, ça permet aux libraires de se dire ah tiens je connais pas, et ça fait connaître aussi Mm. quelque part, et puis ça les fait vivre aussi les libraires, c'est bien d'aller voir un libraire aussi. Et donc ça c'est ceux ils pourront le retrouver,
Mais ceux qui voudraient vraiment participer à une campagne Ulule, je crois qu'ils vont bientôt pouvoir en fait en rejoindre une nouvelle. Alors je sais pas si vous avez commencé à en parler sur les réseaux, donc c'est pas un spoiler, mais Oui. si vous voulez là dans le projet à venir, donc là c'est vraiment, on va dire la campagne de cette fin d'année. Donc qu'est-ce que c'est? Et si vous pouvez en parler un petit peu quand même pour les personnes qui seraient intéressées. De toute façon, les liens seront dispo à la suite de cette émission et dans l'article et tout ça. Eh ben, donc, je prends la parole. Effectivement, on prépare un Ulule de fin d'année, donc c'est notre troisième récent. Pour resituer un petit peu, on en avait fait un il y a un an pour une BD qui n'est pas encore sortie, mais c'est en cours, ça va pas tarder. Et puis donc nos sorties de l'été, donc c'était trois nouvelles sorties. On avait une fin d'année assez chargée puisque là on en a deux qui arrivent. Et les deux précédents ayant bien marché, on veut continuer à fonctionner avec Ulule puisque c'est une belle manière en fait de mettre en valeur nos livres avant même leur sortie. C'est vraiment comme ça qu'on le voit, on est en impression à la demande. Donc nous, l'objectif n'est pas tant d'atteindre un chiffre qui nous permettra la production que d'atteindre un chiffre qui nous permet de nous dire le livre a été vu par notre public et il plaît. Donc ça a très bien marché précédemment et donc là, pour l'instant, on l'a systématisé dans notre fonctionnement, notamment pour pallier l'absence de salons auxquels on puisse assister, puisque c'était avant, par ce biais qu'on sortait nos livres, en fait, on essayait de faire matcher la date de sortie avec un gros salon. Et là, donc, on a deux sorties de fin d'année. Notre premier roman, qui s'appelle Une idée d'incandescence, qui est écrit par, alors, une auteuriste. Du coup, l'inclusif n'est pas toujours facile à l'oral. Voilà, avec qui on a déjà travaillé pour des nouvelles dans des recueils à plusieurs reprises, et d'ailleurs qui sont dans le même univers. Donc, les gens vont pouvoir retrouver un petit peu leur marque. Et c'est aussi son premier roman avec nous. Du coup, on est plutôt ravis de cette collaboration et de ce lancement, puisque c'est un début. On a d'autres romans en préparation pour la suite à partir de l'an prochain. Mais c'est vrai que c'était un peu une nouvelle aventure pour nous d'éditer un roman. C'est, comme le disait Dédé, ça implique des enjeux différents, notamment en termes de disponibilité et de temps de travail. Donc voilà, on est ravis de ce lancement. Pour l'instant, on a eu des bons retours de la part des gens sur nos teasings, puisqu'on en est encore à ce stade. Le Ulule sort dans 10 jours. Donc c'est très bientôt. Et il est tout à fait en cours chez nous. Une campagne Ulule, donc là vous êtes dans les derniers instants, donc ça doit, je suppose, ça doit bien carburer sur le. Oui, c'est ça. Et donc C'est ça. Et puis il y a deux projets. Du coup, c'est vrai que je l'ai pas. Le voilà. deuxième, c'est un artbook qui est, pour le coup, là, totalement illustré. C'est pas notre premier, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc c'est aussi un gros travail avec plein d'illustratrices, puisque là, ils sont 46, si je ne dis pas de bêtises, en 46, oui. comptant l'illustratrice de couverture. Et ça, c'est Voilà. des Donc, asturistes, la plupart qui ont déjà travaillé sur des couvertures, ou pas du tout, ça c'est comment ça, Hmm, non, c'est pareil, pas c'était un. tellement. Et donc là, non, en comment vous général, l'avez fait, ouais. d'ailleurs, comment vous l'avez lancé? Il y avait un appel justement à illustration, ou comment ça s'est passé? C'est peut-être un truc que j'ai pas vu sur le site, j'ai fait mes recherches, mais je pense que je suis pas encore détective, j'ai pas encore la médaille tout en haut, parce que j'ai pas vu ça. Enfin, en tout cas, j'ai vu ce projet-là, je trouvais ça super intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez sur l'importance aussi de mettre en valeur les illustrations qui sont pas juste c'est pas juste une image qu'on met pour faire joli. En fait, il y a vraiment un travail, une réflexion, ça raconte des choses aussi, une illustration, hein. C'est pas un sticker, quoi. Donc comment ça s'est passé justement Mm. et comment il arrive ce projet-là, puisque un roman, un artbook, enfin, en tout cas sur d'artbook, oui, ça fait quand même deux, mais c'est pas une nouveauté, c'est en fait deux formats qu'on voit pas souvent chez Ibi, donc quelque part c'est un saut un peu dans l'inconnu, en tout cas c'est un bel inconnu, j'espère. En fait, l'artbook, c'est un petit peu à part, on va dire. C'était quelque chose à la base qu'on faisait donc à chaque icône, en fait, avec Event Theory, avec une thématique qui correspondait à celle de la icône. Et alors, ben, là, en fait, avec donc le contexte, etc., ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'artbook, on en a fait, il me semble, 3. Et là, donc, c'est le 4e, mais avec justement la pandémie, on n'a pas pu faire de publication qui correspondrait à un événement, puisqu'il n'y avait pas d'événement. Et en fait, là, on a décalé le plus possible cet artbook jusqu'à se dire, de toute façon, on a contractuellement pas d'autre choix. En fait, on ne peut pas attendre que des événements reviennent. Les illustrateuristes, ça fait un moment qu'ils se sont investis dans ce projet. On ne peut pas les faire attendre davantage, en fait. Donc, on va le sortir, on va faire un Ulule comme on a fait avec les précédents artbooks pour, eh bien, pour faire aboutir le projet, en fait, tout simplement. Pour ce qui est pour le coup là,
de la collaboration avec les artistes. Là, c'est plus souvent, on va aller chercher des artistes, pour le coup. C'est un petit peu l'exception, en l'occurrence. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand même en collaboration à la base, qu'on faisait avec les artistes qui connaissaient la Icon, qui pouvaient être invités, par exemple, à la Icon, ou qui avaient des stands, etc. Et donc, on essayait en fait d'aller chercher des artistes de la communauté, du public, ou qui participaient d'une façon ou d'une autre un petit peu à tout ce qui se faisait, et qui va peut-être encore se faire, j'espère, à la Icon. Donc c'est vraiment plus, on regarde, on est fan de tel artiste, on sait que l'artiste en question fait, par exemple, représente en fait des personnages queer, que l'artiste est spécialisé dans du boys love, ou inversement, qu'il n'a rien à voir, qu'elle n'a rien à voir, mais que ça peut l'intéresser, en fait, par exemple, ou que c'est une personne qui est militante et qui a envie de participer à ce genre de projet qui va donner une visibilité, en fait, justement, principalement à la communauté queer. Et donc, on va contacter ces gens-là en leur proposant une collaboration. Ça va rejoindre au niveau du système ce qu'on fait au niveau des illustrations de livres, de romans, etc. Donc on leur dit, voilà, le thème, c'est en l'occurrence mythes et légendes, et fais-en ce que tu veux, en fait. Voilà, techniquement, il n'y a que le format qui est à peu près obligatoire, et sinon, le reste, en fait, ils s'amusent. Et c'est comme ça qu'on arrive. Donc voilà, on a eu plusieurs thématiques, et là, cette année, ça tombe bien qu'on soit avec mythes et légendes, parce que le roman, donc Une idée d'incandescence, c'est aussi du fantasy. Donc on a une cohérence en fait dans ce Ulule au niveau thématique. Donc tout l'aspect très légendaire, etc., qui est pas mal immersif et pas mal dépaysant. On a besoin de ce genre de choses en fait actuellement, donc c'est parfait. Je pense qu'effectivement, et donc, donc voilà, donc c'est une campagne Ulule que quand vous allez découvrir cette vidéo-là, et ça sera très 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 vite à disposition, donc vous irez suivre Ibi sur les réseaux, et tout sera mis en valeur de toute manière, donc début novembre, donc préparez-vous, et donc après, donc ça serait parce que la campagne ça prend un petit moment, donc après si vous prévoyez un planning de sortie pour quand, vous avez déjà prévu ça, ou vous voulez pas l'annoncer encore? Alors là, c'est un planning qui est assez resserré puisqu'en fait, on a travaillé sur ces projets en même temps qu'on travaillait sur nos sorties en cours, donc la BD et les 3 nouvelles de cet été. Du coup, ça va sortir pour Noël. Donc ça va être un envoi très très rapide. En fait, on les envoie directement après la fin de la campagne. Là, on est sur la maquette d'incandescence, d'une idée d'incandescence. En interne, on l'appelle l'incandescence. Donc les relectures sont finies et ensuite il va juste rester les relectures sur épreuve pour les artistes et nous-mêmes. Et puis on est aussi sur la mise en page de l'artbook. Donc tout ça est un petit peu en stand-by puisqu'il y a Always Raining Gear à finir. Donc là, il y a beaucoup de maquettes à faire. Mais dans le mois qui vient, tout va être fait. Donc pour un envoi à notre imprimeur pour les 2 sorties de cet été d'ici la fin novembre. Et du coup, les envois pourront être faits dès début décembre en fait. Au plus tard, je dirais autour du 10 décembre, si on a un petit peu besoin d'un peu de rab. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que tout le monde les ait sous le sapin, ce qui fait un joli cadeau de Noël. Mais exactement, c'est parfait. Donc vous voyez, campagne Ulule, vous pourrez comme ça vous offrir en fait des super cadeaux, et histoire d'illuminer Noël, voilà, avoir une idée d'incandescence c'est toujours une bonne chose, et des mythes aussi. Donc c'est des mythes et légendes, donc c'est parfait, un cadeau qui est validé par podculture.fr, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Non, je fais la promo comme ça. Non, mais en tout cas, effectivement, je pense que c'est très clair, et justement, alors, on a parlé un peu, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais il y a juste une chose, parce que tu en as parlé, Fanny, et puis c'est important, parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un peu ça fait partie de la charte et tout ça, c'est que vous avez changé justement de logo, donc Pardon. on va finir là-dessus, parce que j'ai vu passer en guest star ton chat, d'ailleurs, celui de ta chatte, si je dis pas de bêtises, puisque C'est une petite chatte, elle s'appelle Mélusine et elle est exactement. actuellement en train de dormir juste à côté. Bon, on va pas la réveiller, mais par contre, vu qu'elle était en guest, elle est en guest dans cette émission, mais elle est aussi en guest chez Ibi, avec d'autres chats d'ailleurs. Donc vous allez parler juste un peu de ça. On va boucler là-dessus, parce que c'est le logo. Donc le logo a changé, et sur le logo il y a donc un chat. Donc Oui. rapido, et je crois que c'est toi qui a participé à la création de ce logo, même si ça a été, je suppose, une idée encore Voilà, horizontale. on a travaillé en tout cas avec notamment l'illustratrice de nos logos de collection, dont on a repris certains concepts. En fait, donc, quand on a pris notre indépendance, on a décidé de changer de logo pour avoir un logo qui nous soit propre, puisque l'ancien était commun à toute l'association avec des déclinaisons de couleurs, mais ça avait plus de sens qu'on ait ce logo-là. Et il était aussi très, je dirais très neutre, très professionnel, mais c'était simplement un Y. Donc on voulait quelque chose qui corresponde plus
à ce qu'on fait et surtout à qui on est en fait. Et notre objectif, c'était d'avoir quelque chose qui soit assez chaleureux, qui montre ce côté, ouais, ce côté ouvert qu'on a. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qui pourrait faire un peu cosy et qui serait cohérent. Et surtout, on voulait garder Ibi dans notre logo, donc au moins un Y. Et c'était compliqué. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais les Y, on peut les faire avec des formes d'arbres. Donc, c'est vraiment parti de ça. Et puis après, on a fait, bon, bah, il nous faut une forme de B. Et le B, quoi de mieux qu'une queue de chat, sachant que les 3/4 de l'équipe a un chat. Ria. Donc, on a commencé à faire des tests en partant sur ça. Et donc, c'est assez symbolique, hein, puisque les Y se discernent assez, mais la forme de B dans la queue du chat, beaucoup moins. Mais on est vraiment parti sur cet objectif. Et donc, ensuite, on a travaillé. Moi, j'ai fait pas mal de tests. L'illustratrice qui avait fait nos collections a aussi proposé des petites choses, a validé le fait notamment qu'on utilise des petites étoiles comme elle l'a fait en fait sur certains de nos logos de collection. Comme ça, on a une cohérence finalement dans l'ensemble de notre identité graphique. Et puis on l'a finalisé. Donc on a commencé ça en février, donc ça commence à dater et on l'a finalisé là après les vacances, après avoir pris un petit peu le temps de réfléchir à tout ça. Donc il est tout nouveau, tout beau de septembre. Et donc en effet, mon chat Mélusine, ma chatte en l'occurrence, a été le modèle de base pour la forme de chat. Et on a fait un petit mix parce que Mélusine a une toute petite tête. Et du coup, sur une silhouette comme ça, une petite tête, c'est pas très esthétique. Donc on a pris la tête d'un chat de Dédé pour faire, qui a une tête beaucoup plus ovale en fait, pour faire une sorte de montage et donc avoir un chat qui soit bien reconnaissable. Donc voilà, un chat, j'ai envie de dire, un petit peu original et made in Ibi. Hybride. Voilà. On a fait un hybride en fait, voilà, ce Non, mais qui, c'est parfait en plus. En tout cas, ça rend super bien. Et ouais, ouais, ça fait une identité qui paraît naturelle en fait. On dit, ouais, Ibi, ouais, ouais, ah ouais. merci. Quelque part, en fait, vous avez fait un super boulot, mais je sens que je n'en doutais pas. Et en tout cas, je tiens quand même vraiment à vous remercier d'avoir participé à ce chill chat, d'avoir expliqué un petit peu ben, le fonctionnement d'Ibi, que ce soit son fonctionnement, sa ligne édito, ce que vous faites et ce qui va venir. Je peux vous souhaiter que le meilleur. Et j'espère que ça va se produire parce que voilà, parce que effectivement, c'est quelque chose je trouve que c'est bien de proposer ça, ce genre d'ouvrage et d'avoir ça se développe, mais malheureusement, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que malheureusement, c'est pas ce qu'on voit le plus parce que ben, souvent, c'est comme vous avez dit, hein, la plupart des grosses maisons d'édition, bon, des fois, ils vont se fendre d'une collection pour faire style, mais ça va être Oui, ou assez. quelques livres. Ouais, Ça va être. Voilà, c'est une collection, mais ce sera pas une édition complète. Donc voilà, ouais, donc je vous c'est ça. remercie vraiment. Je profite aussi pour remercier, elle n'était pas là, mais Ophélie qui s'occupe de la com, parce qu'on parlait de la com, et donc avec lui, on a pu on va dire, planifier tout ça. Et donc voilà, c'est pareil, c'est super aussi. Et même avant même, quand on parlait du service presse, je crois que c'était une stagiaire qui était là, qui devait être en découverte de la Mélissa. maison d'édition. Donc j'ai oublié son prénom, je m'en excuse, mais en tout cas, c'était C'était super. Mélissa à l'époque, Voilà, tout ben à ça s'est fait. super bien passé aussi pour les services presse, et donc c'est comme ça, moi, quand j'ai découvert IBI, on était très contents à Podculture, parce que c'est pareil, nous aussi, on se lance, en fait, on s'est pas lancé depuis, on a qu'un an, hein, depuis très longtemps, donc c'était cool aussi de développer ça, et puis ça correspondait aussi, je pense, aux valeurs qu'on a envie de mettre en avant, qui me paraissent naturelles, en fait, mais j'ai l'impression que, bah, pas toujours, donc bon, c'est Il comme y a ça, encore mais un peu de il travail y a encore un par peu Il de y a du travail, travail, ouais. un peu de pédagogie à faire et tout C'est ça, ouais. ouais. Mais, C'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire pas mal. En fait, il y a cet aspect. On a parlé beaucoup de l'aspect queer en soi, justement, avec une volonté de représentation de personnes queer, que ce soit en les mettant dans des contextes où il n'y a pas forcément, où on n'en fait pas tout un plat, en fait. Je veux dire, c'est un personnage qui est queer, point, et il va avoir son aventure avec des dragons, tout ce que tu veux, et ça n'aura pas d'influence. Et aussi, d'autre côté, des choses un peu plus, justement, on va dire pédagogiques, à introduire à un public très très large finalement. Mais on essaie aussi de beaucoup travailler sur tout ce qui est intersectionnel. Donc on va essayer d'avoir des personnes, par exemple, qui sont en situation de handicap dans les personnages principaux, etc. Parce que c'est quelque chose qui est quasiment pas représenté. C'est pareil pour les personnes racisées. Et c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de faire et qu'on voit très très peu en soi. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que ça fait partie vraiment de nos valeurs, justement, cet aspect intersectionnel. Et ouais, ben, en fait, techniquement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire et on espère vraiment que ça va se diffuser le plus possible et que bah, visiblement, ça intéresse les gens en soi. Donc, que ça continue comme ça. Ben oui, ben en tout cas, j'espère que ça va continuer. Je n'en doute pas. Je pense qu'au fur et à mesure,
ça prendra, enfin, il y a un moment, ça me paraît logique et voilà, enfin, je veux dire, le modèle, c'est pas comme si le modèle actuel avait porté ses fruits et était d'un fonctionnement hyper sain. Donc je pense que, ah ben voilà, Mélusine est là pour montrer qu'elle a une Voilà, petite on tête a et que, pu voir non, mademoiselle. J'aime bien. ouais, elle met un gros plan sur la caméra pour dire, non mais j'ai une tête qui est pas trop mal, Voilà, pourquoi on m'a coupé la tête? mademoiselle. Exactement. Bon, mais en tout cas, non, mais je pense que c'est hyper important l'intersectionnalité parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est encore pas suffisamment mis et, dans la littérature. Alors c'est vrai que mais même on peut parler de tout type de médias parce que je sais que dans le cinéma c'est pareil. Hein, ils commencent à mettre des choses, mais ils disent ouais, mais on a mis ce personnage. Ouais, mais et Mais genre là, tiens, puis un pour seul. couvrir le Mais jeu il est au troisième plan. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est ouais, on a fait ça. Oui, parce que comme ça, on pourra le couper au montage, parce que comme ça, en Chine, on pourra vendre le film. Non, c'est pas pour taper sur Disney, sur le dernier Star Wars. Hein. Je pourrais taper sur autre chose dans le film là, d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est quand même assez moche. Et pour couvrir aussi en sport culture, on couvre alors bah, les BD, les comics. Ça se fait plus dans les comics, j'ai l'impression. Les mangas aussi, peut-être de plus en plus. Par contre, pour couvrir le jeu vidéo, ça se fait un petit peu, mais alors les mecs sont encore très très loin. Hein. Alors, ça se développe un petit peu, mais c'est. Donc je pense que c'est important de vraiment de le dire et de travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous remercie aussi d'avoir participé à cette émission et de participer justement à amener ces thématiques-là, à les visibiliser le plus possible parce que voilà, parce que c'est super important et parce que c'est comme ça. Enfin, on vit pas tout seul, donc c'est bien de vivre avec les autres et tous les autres. Les autres, je sais pas comment on le dit, tous, je ne sais pas. Tout On à peut fait. dire tous, c'est Tous, ça, tout ouais, à c'est fait. ça. Voilà, tu as trouvé. Bah voilà, et donc c'est ça. Et donc voilà. Donc en tout cas, Dédé, Fanny, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis Bah, merci j'espère à que, toi pour ton Merci à invitation. toi. Oui, c'était écoutez, super sympa. ben, merci. Merci pour la visibilité que ça donne aussi. Bah, j'espère que c'est toujours pareil. Nous aussi, on travaille sur la visibilité. On va continuer aussi. Et donc, je sais qu'il y a des chroniqueuses aussi chez nous qui, bon, je leur fais l'article aussi, hein, mais je veux dire, quand ils avaient lu ma chronique sur, j'aime pas dire critique, je pourrais dire chronique d'ailleurs, sur Lever de soleil, donc de Noémie Viura, que je conseille, qui est vraiment un super livre et qui va sortir, c'est dans les nouvelles nouveautés. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça je le conseille et donc je sais que voilà, je leur dis, donc je pense qu'on continuera de parler un petit peu aussi de ce que vous produisez parce que ça nous intéresse et donc j'espère qu'on pourra donner un peu plus envie. Donc voilà, je tourne en rond, donc je vais couper ma digression parce que c'est mon émission mais c'est pas moi le sujet. Donc merci encore une fois Fanny Dédé, merci à toute l'équipe des bénévoles de Baby et même aux chats, il y a tous les chats qui ont participé et qui n'ont pas aucun chat n'a été maltraité chez Ibi, jamais. Non. Donc Non, voilà. jamais. Ah non, Donc, on fait pas ça chez nous. et donc voilà. Donc des éditoristes qui sont cat friendly, ça ne peut être que des bons éditoristes. Donc allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi. Ah.